Alors, dernière table ronde, et non la moindre, les histoires de ponctuation. Est-ce qu'il y a encore la carte vidéo a encore de la place? Elle a été vidée? Oui? Bon, d'accord, très bien, merci Sandrine. Merci là-haut, très bien. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette séance avait été prévue pour une discussion détaillée sur la ponctuation de l'exemplaire de Bordeaux, la ponctuation de Montaigne plus généralement. Et donc André Tournon souffrant, et j'espère qu'il sera là quand même demain pour le colloque sur l'erreur, m'a téléphoné pour me donner quelques indications sur ce que je dois dire en son nom. J'ai noté ça sur un papier de réclame et j'ai perdu le papier. Voilà. Donc j'essaie de me souvenir de ce qu'il m'a dit. Et commencer par les photos. Oui, non, mais je parle. Là, c'est juste une introduction pour dire que je ne vais pas dire ce que André Tournon m'a dit. Voilà. Mais je me souviens qu'il m'a dit qu'il fallait que je dise quelque chose. Voilà. Et non, je résume quand même le propos très rapidement. C'est qu'il était d'accord avec moi. Et notamment sur le fait que la description qu'il fait des signes de ponctuation, c'est vraiment la ponctuation après coup. Parce qu'il y a pu y avoir des ambiguïtés sur le fait que l'on pensait que, selon lui, la ponctuation est un système en quelque sorte antérieur à tout, et qui est antérieur même à l'écriture. Bon, mais là, j'interprète peut-être ces paroles, et en tout cas, je pense qu'on pourra en discuter quand il viendra demain. Je lui ai dit qu'on allait enregistrer et qu'il pourrait donc écouter nos discussions et éventuellement, s'il le veut, faire des commentaires sur la vidéo. Donc ça n'est pas perdu, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Voilà. Voilà. Donc d'abord, Alain qui va nous rappeler les documents. Là, il y en aura un finalement, ça suffira, et éventuellement après on pourra travailler sur les documents que vous voulez, mais vous les avez, et si vous ne les avez pas, j'en ai, ça peut être de nouveau l'imagination ou pas, mais c'est ceci que je veux regarder avec vous. Cette page, alors ça se trouve, ça y est, je ne sais plus, c'est A00AV, c'est avant, ou au verso de la page de titre, on sait avant. Je ne sais plus où ça se trouve dans le B, ça. Enfin bon, peu importe, c'est tout à fait au début de l'exemplaire. Ceci est donc une question sur les encres, mais encore une fois, ça c'est subjectif. Il me semble qu'à partir d'ici, c'est pas le même moment, mais voilà, c'est pas là, que ça aussi c'est un moment différent, et que qu'il y aurait là en tout cas, grâce à un travail quand même plus sérieux sur les angles, à voir si ça n'a pas été écrit à différents moments et adressé peut-être à différentes personnes. Au départ, je pense. Alors, nous voyons ça, c'est rogné. Le début, là, est difficile à lire. La fin, donc, je m'en occupe pas. Il y a très peu de choses à voir. Vous avez des petits traits ici et ici, qui sont des traits de séparation, ce qu'il en reste. Et ça, c'est quand même des traits de séparation. Et donc, je passe tout de suite à ceci, qui est sans encodage. Moi, je suis, encore une fois, dans les préliminaires, enfin un peu avancé quand même, j'espère, ceci qui pourrait être la transcription. Montre, montrer, remontrer, etc. Mais ça, comment savoir? J'ai pas 95 pour me dire que c'était ça. Alors c'est simplement le bas, le bas qui me fait dire que ça pourrait être ça. Écrivez-les sans S, à la différence de monstre, monstrueux. Alors, pour bien marquer la différence, c'est une question donc je vais dire d'orthographe. S, sans S, écrivez à qui c'est adressé,
question pour l'instant. Cet homme, cette femme, écrivez-le sans S, à la différence de C, cest, cestoué, cet, etc. Ainsi, mettez-le sans N, quand une voyelle suit et avec N, ainsi, si c'est une. Consonante, ainsi marcha, ainsi n'alla. On fait le N de liaison, je ne sais pas comment le prononcer, ça c'est aussi un problème. Espagne, Gascogne, etc. Mettez un I d'avant le G comme à Montaigne. Espagne, Gascogne. Alors c'est donc Espagne, montagne, ou Espagne, montagne. Non pas sans I, campagne, Espagne. Non pas sans I, comme campagne et Espagne. Voilà, donc ça c'est clair, il faut mettre un I. Mettez mon nom tout du long sur chaque face, essai de Michel de Montaigne. On a vu comment les choses étaient faites sur l'exemplaire de Bordeaux. Il montre, donc il répartit, Philippe Dezan, mais il n'est pas le seul, mais a écrit quelque chose là-dessus qui était tout à fait juste. André Tourneau aussi l'a bien vu, évidemment. Alors, ceci, c'est un trait de séparation, c'est ce qui lui restait tout à l'heure. Ne mettez en grandes lettres que les noms propres ou au moins ne diversifiez pas, comme en cet exemplaire, qu'un même mot soit tantôt en grandes lettres, tantôt en petites. Ça s'adresse, semble-t-il, toujours à qui? À voir. L'imprimeur, peut-être quand même. La prose latine, grecque ou autre étrangère, il la faut mettre parmi la prose française en caractères différents. Les vers à part et les placer selon leur nature. Soit la personne qui va faire la misonnette, soit l'imprimeur, mais en définitive l'imprimeur. Pentamètre saphique. Les demi-vers, les commencements au bout de la ligne, la fin sur la fin. En cet exemplaire, il y a 1000 fautes en tout cela. Mettez règle, réglé, non pas règle, réglé avec un I. Bon, nous sommes dans l'orthographe. Si orthographe il y a, mais c'est le mot qu'il utilise. Et là, je vois un saut, une petite séparation, et puis peut-être un autre moment, je crois une autre encre, mais ça, il faut voir, une autre plume, c'est plus fin, un autre moment. Suivez l'orthographe ancienne. Par rapport alors on a des exemples dans ce qu'il a fait lui-même, encore une fois, dans les marges du Nicole Gilles, d'une part, et d'autre part sur le butter dans les premières notes en français, Françoise, moi, etc. Ste, qu'on trouve beaucoup, moi ça m'amuse toujours, ça se dit beaucoup encore aujourd'hui ici, mais cette femme, cette reine, ça me paraît toujours curieux, mais en tout cas il l'utilise, et il écrit STE, ça permet de dater d'ailleurs relativement Ah oui, ça se dit toujours ici. Outre les corrections alors, c'est ça ça c'est l'orthographe, un essai d'orthographe réformée, réformatrice, comme celle de Pelletier, comme celle de Maigret, etc. Pelletier qui connaissait, etc. Outre les corrections qui sont dans cet exemplaire, il y a infini autres à faire, de quoi l'imprimure, on est passé de heure à ure. Contrairement à ce qu'on croirait, dans ses notes personnelles, il dira imprimeur pour ce mot-là ou un autre, mais heure, EUR, et peu à peu, il va passer au UR. Et sur l'exemplaire de Bordeaux, c'est le cas. L'imprimure se pourra aviser, mais regardez de près aux points qui sont dans ce style de grande importance. Là, nous entrons dans le vif du sujet. Voilà. Alors l'imprimeur, il peut faire des choses comme il veut. Les corrections qui sont dans cet exemplaire, il y en a plein à faire, surtout en ce qui concerne l'orthographe, etc. C'est le boulot de l'imprimeur. Ou de celui qui va, ou de l'éditeur, ou de celui qui va servir d'intermédiaire et qui remettre la copie, l'exemplaire. Voilà l'imprimeur. Mais regardez de près aux points qui sont dans ce style de grande importance. Problème, les points ou les deux points. Point, je crois, mais voilà. Ensuite, s'il treuve une allégation deux fois, qu'il en ôte l'une, où il verra qu'elle sert le moins. C'est le cas que nous avons vu tout à l'heure. Une allégation, c'était pas assez clair. Une même chose en même sens, ça c'est clair. Voilà, et c'est écrit au-dessus
que l'imprimeur donc enlève ça. La personne qui dira à l'imprimeur ce qu'il doit faire, on va l'appeler l'éditeur si vous voulez, dira voilà à l'imprimeur, voilà ce qu'il convient de faire. Nouveau trait. C'est un langage coupé, qu'il n'y épargne les points et lettres majuscules. Les points et lettres majuscules. Alors ça, c'est de ce dont on va discuter, j'en discute pas plus. Moi-même ai failli souvent à les ôter, et à mettre, j'ai failli à les ôter, c'est-à-dire que j'ai failli, je pense, comme ça que je le lis, hein, en les ôtant, en les mettant pas, hein, et à mettre des commas où il fallait un point. Un comma, alors est-ce que c'est quoi? C'est une virgule, c'est autre chose? Comment? Les 2 points. C'est les 2 points, c'est le comma, points. les 2 points. Parce voilà. que, oui, c'est comma, c'est la virgule en allemand, je savais, mais voilà, je fais la confusion. Donc c'est la virgule en allemand et c'est les 2 points, voilà. Donc, et en anglais aussi, pardon. Voilà, ben, c'est très bien. Mais je le savais, ça, mais vous me rafraîchissez la mémoire, ce qui est parfait. Surtout pour ce qui nous occupe ici, c'est la moindre des choses, c'est fondamental. Alors, donc il y a des points, il y a des commas, et il a failli, donc j'ai failli, oui c'est comme ça d'ailleurs je l'avais interprété, j'ai souvent à les ôter, à mettre des commas où il fallait un point. Par conséquent, l'imprimeur, la personne qui établira la copie dont va servir l'imprimeur, qui n'hésite pas, là où il y avait des 2 points, qui mette des points. Il a la permission de le faire. Si on veut que ça soit coupé, on ne fait pas des points en haut, on fait des points, et puis on y va. En tout cas, c'est ce qu'il pensait au moment de l'exemplaire de Bordeaux. Maintenant, c'est peut-être pas lui qui décide au dernier moment, et puis il a peut-être changé encore avant sa mort. Hein. Qu'il voit en plusieurs lieux où il y a des parenthèses, s'il ne suffira de distinguer le sens avec des points. On enlève les parenthèses, on met des points. Qu'il mette tout au long les dates et sans chiffres, ça va. Qu'il serre les mots autrement qu'ici les uns aux autres. Autrement qu'ici, est-ce que c'est la page d'ici ou est-ce que c'est le livre, hein, qu'il les serre autrement les uns aux autres. Pour moi, c'est un peu mystérieux, mais voilà. Donc c'est tout ce que je veux montrer. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Bon, merci beaucoup de nous avoir rappelé quand même ces lignes extrêmement importantes et rares, hein, qu'on ait des instructions comme ça données aux imprimeurs aussi précises pour quelqu'un qui ne se soucie pas d'orthographe. Oui. Enfin, toujours noter le paradoxe. John, tu voulais intervenir déjà? D'abord que ces notes-là, c'est écrit au fur et à mesure. Oui, il y a différentes encres. Je pense. Bien que j'hésite à admettre cela, je crois que c'est pas pour l'imprimeur, c'est pour quelqu'un. Je crois. Qui doit transmettre parce qu'il dit l'imprimeur et non pas vous. Mais là, il note des trucs comme ça. J'ai l'impression que l'impératif s'adresse à quelqu'un, l'intermédiaire, et il lui dit qui est à distinguer de l'imprimeur. L'impression qu'on a, c'est qu'il y a effectivement un éditeur désigné qui est chargé par Montaigne de respecter, de s'assurer de l'orthographe. Un professionnel de l'écrit qui prépare. Et qu'il a des consignes très strictes sur ça, insistantes, pas strictes justement, insistantes, mais que finalement, hein, alors moi j'ai envie je veux qu'on fasse ça, ça et ça, mais finalement c'est votre boulot. Oui, hein, oui c'est ça. Hein, voilà, c'est comme ça que je l'entends. Alors dans le livre de Grafton, justement sur les correcteurs, il distingue deux personnages importants qui sont peut-être confondus, ou deux versions plutôt de la copie. Il y a la copie qui est mise au propre par le scribe maison, hein, par le secrétaire. Voilà. Et effectivement, ce texte-là peut très bien être des consignes pour ce scribe-là. Et c'est ça c'est la copie qui va aller porter à l'imprimerie. Et ça, donc, m'en servirait demain dans ma communication. Donc, Grafton a trouvé des textes où cette version écrite-là, ça s'appelle l'archétypum. C'est vraiment ce qui est
c'est cette version-là qui a l'imprimatur de l'auteur. Est-ce que c'est l'exemplar dont Non, alors justement, il fait ça qui est intéressant, c'est qu'il distingue l'archétypum de l'exemplar. L'exemplar, c'est la copie que l'imprimeur fait faire à partir de l'archétypum. Et c'est une autre copie, alors c'est peut-être pas comme ça dans tous les ateliers où c'est peut-être, ils se servent peut-être de la copie du scribe pour préparer le travail de l'imprimeur, mais l'exemplar, ça serait soit une autre copie qui est faite à l'imprimerie, cette fois-ci avec le calibrat, les titres courants, tout ce dont le compositeur a besoin pour préparer la composition, et c'est ça qui serait l'exemplar. Donc dans une terminologie, et bon, Aguafone a utilisé effectivement des préfaces, mais aussi des documents d'archives et des éléments qui viennent plutôt de l'imprimerie italienne et qui pourraient effectivement avoir... Alors cette distinction me paraît intéressante, donc je ne sais pas ce que les historiens du livre en pensent, parce qu'elle pourrait expliquer effectivement non seulement ça confirmerait le fait qu'il y a forcément eu quelque chose entre l'exemplaire de Bordeaux et 1595, mais peut-être deux versions, et il me semble bien que Philippe Dezan l'a écrit quelque part, ça, qu'il pouvait y avoir deux copies différentes, donc en précisant, et celle qui est faite à la maison et celle qui est faite vraiment pour le travail d'imprimerie. Et ça sert aux deux, mais le scribe maison, il a déjà appliqué ça, parce qu'il sait le faire. Voilà. Donc, je ne sais pas. Oui, du coup, il y a Olivier ou Anne-Marie, je ne sais pas. Oui. J'ai une question de deuxième complètement. Est-ce que si on confie ça à un intermédiaire, secrétaire, etc., au bout du compte, ça peut complètement, si j'ose dire, quand on le lit à la lettre, ça peut complètement, malgré tout, modifier beaucoup de choses. Ah bah oui, oui. On peut arriver, j'allais dire, presque à un texte, entre guillemets, bouleversé. Non, mais différent. Préparé. Oui. Historien du livre, quand même. Oui, mais Olivier voulait intervenir avant, peut-être. Oui. Juste, moi, cela étant, les consignes qu'on a lues, enfin, qu'Alain a lues pour nous, me donne pas l'impression qu'elle s'applique à la préparation d'une copie manuscrite, mais à la correction des preuves. Et moi, j'y vois là ainsi que Montaigne aurait délégué la relecture des épreuves à quelqu'un d'autre. Parce que quand il dit qu'il faut surveiller les titres courants, essai de Montaigne livre 1, ça veut dire que c'est déjà composé. Là, on n'est pas sur la copie ni sur l'archétypum qui n'est pas calibré. On est peut-être éventuellement sur l'exemplar qui lui est calibré, où on a la mise en page prévue, mais c'est vraiment les titres courants, c'est les titres courants. On s'assure sur épreuve. Ça c'est pas le script qui le fait. Avec la pagination, etc. Oui, absolument. Vous avez raison, Donc moi, je vois plutôt aussi d'une délégation de correction d'épreuves à quelqu'un. Et un peu écrit en vrac quand même, parce que c'est... Oui, Olivier. C'est pour reprendre ce que Marie citait, encore une fois de la vanité, ce que tout le monde connaît, mais juste pour y revenir un instant, ce fameux je ne me manie ni d'orthographe et ordonne seulement qu'ils suivent l'ancienne. En 88, c'est virgule ni N minuscule de la ponctuation. Autrement dit, c'est maintenu au moment où ces consignes-là sont rédigées, mais avec une modification quand même, ça, tout le monde a attiré l'attention là-dessus, c'est-à-dire que 2 points et demi, N majuscule. Bon. Ce qui tendrait à montrer finalement qu'il y a une sorte de répartition entre une orthographe ancienne et des consignes assez banales finalement, me semble-t-il, et puis le fameux langage et la segmentation, ce qui plaiderait du coup éventuellement pour une modernisation de l'orthographe et le maintien et le respect à l'identique finalement de cette ponctuation. Est-ce que c'est de la ponctuation d'ailleurs? Est-ce que ça a ce statut-là? La segmentation. Segmentation me paraît plus juste effectivement que ponctuation. Parce que segmente justement, en disant de la ponctuation, les majuscules, quand il n'y a pas de ponctuation, c'est vraiment segmente. Respect de la ponctuation, mais à condition qu'on se sente que le lecteur s'y retrouve, qu'on n'hésite pas à transformer les 2 points en points. Il y a le problème aussi, mais bon, ça, c'est peut-être, ne heurtez peut-être pas à ça, étant donné le support numérique, mais dès lors qu'on est
dans une version plus imprimée de poche, il y a le problème de la lisibilité, c'est-à-dire du public. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Des virgules aussi bien dans la partie imprimée que dans la partie a fortiori, je dirais même, manuscrite. Voilà. Est-ce qu'on en ajoute? Est-ce qu'on en retranche? C'est tout le problème. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Voilà. Pour donner un Montaigne lisible, au fond, par-delà le public érudit et spécialisé. Mais donc, pour répondre à Anne-Marie, comme je peux, après avoir écouté, je ne sais plus son prénom, l'autre jour... Roger Chartier. Roger Chartier, donc à Tours, eh bien, un livre, c'est ce que j'ai cru comprendre, on me dira si j'ai bien compris, c'est qu'un livre, au fond, c'est pas qu'une affaire d'auteur. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Voilà. Et donc c'est presque un faux problème que d'essayer, quand il y a un livre, de chercher si l'auteur a bien on a le lit. Alors il se trouve qu'on l'a, l'exemplaire de Bordeaux, mais si on ne l'avait pas, on ferait 100, et on ne se poserait pas ces questions, bien sûr. C'est préparatoire. Mais même la dernière main, etc., c'est pas lui qui... forcément, il y aura des modifications. Tous les gens qui ont écrit des livres et publiés savent que l'éditeur, parfois, au dernier moment, dit, ou avant, dit, non, ça sera un autre titre. Et puis voilà. Même le bébé, il baptise autrement. Vous faites un bébé, c'est lui qui le baptise, et c'est autrement. Voilà. Qui donne un autre nom. Et puis voilà, non, et puis ça sera, il aura sa vie, il aura une autre carrière, il ira vers un lectorat, comme tu dis, on vous enlèvera toutes les notes de bas de page, je sais pas, des choses comme ça. Je voulais juste te demander, et je m'excuse si vous l'avez évoqué hier, parce que j'ai dû partir, j'ai pas mal de choses à faire en prévision des jours qui viennent, lorsque vous avez évoqué les encres. Est-ce qu'on a une idée de la datation, est-ce qu'on peut dater ces consignes-là par rapport aux 4 ans 88, 82. Excusez-moi si vous l'avez dit hier, mais... On n'a pas mis la machine dessus, surtout. On n'a pas mis la machine dessus. Ce qu'on expliquait hier, c'était qu'on avait besoin d'avoir des questions extrêmement précises pour pouvoir apporter des réponses qui sont pertinentes et interprétables, surtout. Donc en fait, nous, on est parti sur des tests, parce qu'on avait envie de répondre sur les questions des ébénistes. On avait aussi envie de valider le printer, de façon ensuite de voir comment on pouvait utiliser sur des cas extrêmement variés. Aujourd'hui, donc on n'a pas tout vérifié du tout. On a fait des tests qui portaient sur la page ici, sur la sur le folio 42 versions. Et c'est à peu près parce que, et en répondant à chaque fois à des questions très très simples, est-ce que c'est la même encre? Parce que les précautions oratoires que je prenais tout à l'heure, c'est qu'en effet on a bien une différence d'instrument scripteur qui apparaît. Et c'est pas parce qu'une encre apparaît comme plus claire ou plus foncée que forcément c'est une encre différente. Je veux dire, c'est lié à tellement d'autres facteurs liés justement à l'instrument lui-même, à la plume elle-même, qu'on ne peut pas tirer argument de ça. En revanche, si on a des composants qui ne sont pas les mêmes, ou des rapports de composants qui ne sont pas les mêmes, là on peut être sûr qu'on n'a pas la même encre. Voilà, c'est ça. Le travail qu'il y aurait à le faire, et c'est vrai que celui à l'exemplaire de Bordeaux est à la fois un très bon chantier, mais en même temps, il faut bien se rendre compte que ça prendrait des mois, et que ça implique particulièrement que le livre reste ouvert pendant des mois, que la reliure, donc, même si on prend toutes les précautions nécessaires, souffre évidemment davantage que quand elle est bien fermée dans le coffre de la bibliothèque. Moi, je veux dire, c'est des réalités qu'il faut prendre en considération. Mais il faudrait tester évidemment, par exemple, toutes les marques d'insertion, parce que le nombre de marques d'insertion et les groupes d'encre qu'on pourrait mettre en évidence apporterait, je crois, une information stable et fiable sur le nombre de campagnes de lecture qu'on peut constater dans l'exemplaire de Bordeaux. Mais tout ça, ça demande à ce que spécialiste de Montaigne ait vraiment bien réfléchi la question, que ce soit mis d'accord avec évidemment les autorités de la bibliothèque ici, pour savoir ce qui est pertinent ou pas. Et après, il faut bien se rendre compte que les tests que nous avons menés ont demandé, je dirais en tout, tout compris, environ 1 mois de travail à Patricia, Roger Puyot, donc le Gramat, et Rebecca Rivry, qui avait été embauchée pour l'occasion. Mais c'est 1 mois à marche forcée, et parce qu'on les tannait tous les jours en leur disant qu'il faut absolument qu'on ait les résultats le 1er décembre.
c'est pas non plus des méthodes de travail qu'on peut tenir sur une durée très très longue. Il faut bien avoir conscience que c'est un projet qui demande un peu de moyen terme pour pouvoir être pertinent. Voilà. Bon, on va peut-être vous montrer les choses sur la façon de traiter la question de la ponctuation dans les éditions qu'on prépare et comment l'encodage peut servir à justement résoudre des problèmes de comptage qui sont assez pénibles à faire manuellement. Alors, oui, ce qu'on va vous présenter est tout récent. Donc, il faut se rendre compte que les analyses qu'on a lancées au moyen du logiciel de textométrie ne prend en compte que le livre 1 entièrement encodé au niveau addition manuscrite et une partie du livre 2. Ce qui peut commencer à fausser un petit peu les calculs, mais qui donne quand même une bonne indication sur ce qu'on va voir quand même aujourd'hui. Voilà le genre de graphique qu'on peut obtenir grâce au logiciel d'analyse linguistique. Alors les logiciels d'analyse linguistique. Le logiciel en question utilisé ici, c'est TXM. Alors je leur fais un peu de pub parce que développé par l'équipe Icare 3 qui travaille à l'ENS de Lyon. Et qui est un logiciel libre qui fonctionne sur toutes les plateformes, que ce soit Windows, Linux ou Mac. Voilà. Je vais revenir à l'analyse. Je vais d'abord un peu parler du logiciel et comment il fonctionne sur nos textes encodés, et on reviendra un peu à ce graphique obtenu. Donc sur d'un côté, en fait, l'idée ça a été de faire un corpus contenant EB88, puis ensuite de faire deux parties dans ce corpus. D'un côté, les additions manuscrites, donc tout ce qui est contenu dans une balise add, pour être clair, donc une balise d'addition, et le reste, donc les parties imprimées. Donc vous voyez bien la partition entre les deux, donc à gauche ce qui est addition, hein, et là où il y a Word, hein, ça c'est la ligne de partage, et à droite ce qui est ce qui concerne la partie imprimée. Déduite en fait de la sous-partie qu'on avait faite autour des additions. Donc c'est un logiciel de textométrie qui fait des calculs, entre autres, de statistiques sur des textes. Ça peut être du texte brut, là, voilà, on importe du texte encodé, puis ensuite, voilà, on peut manier son corpus, donc importer un ou plusieurs textes, et puis ensuite creuser des parties de texte grâce à l'encodage. Je vais juste préciser que Alexei Lavrentiev, qui dirige justement ces travaux de TXM avec un informaticien, a soutenu une thèse il y a 3 ans, 4 ans sur la ponctuation, la fin du Moyen-Âge et début du XVIe siècle, donc jusqu'à Doley inclus, même s'il est médiéviste, et il a fait des propositions au consortium TEI pour encoder spécifiquement les signes de ponctuation, ce qui n'existait pas avant. Et la plupart des logiciels de traitement de données textuelles en traitement automatique du langage se débarrassent de la ponctuation. C'est des séparateurs dont ils n'ont pas besoin sinon pour baliser des phrases. Et donc le fait de pouvoir encoder des signes de ponctuation avec des balises spécifiques est très important. Et donc il a proposé ça au consortium, et depuis 3 ans on a effectivement un système qui permet, alors automatiquement, parce que l'avantage c'est qu'un point c'est un point, une virgule c'est une virgule, et que du coup il y a le marquage qui peut être fait automatiquement des signes de ponctuation. Et c'est pas évident en fait. On a l'impression que les logiciels de TAL traitaient la ponctuation, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas d'Hyperbase par exemple quand j'ai travaillé sur Rabelais. Alors ce qui se passe au sein de ce logiciel lorsqu'on importe un texte, comme les essais de Montaigne ici, c'est une phase de tokenisation, donc de découpage
par forme graphique, donc par mot, par entité séparée. Donc en fait là on segmente le texte et on l'englobe dans une balise ici W. Ça veut dire Word. Chaque Word, voilà. Donc en gros sur cette phase-là on rajoute du code sur du code. Voilà, parce qu'on voit nos balises TUI là tout à l'heure, donc les restitutions de 95 qui étaient entre supplied, qui sont toujours là. Voilà, mais au milieu de tout ça, on a eu une segmentation à l'intérieur. Voilà. Alors, segmentation qui porte aussi plusieurs attributs qui permettent au logiciel donc, de savoir voilà, dans quel corpus il est, quelle est exactement l'identification de ce mot, où est-ce qu'il se trouve, etc. Donc on peut avoir pas mal d'attributs comme ça à coller sur chaque mot. Ensuite, le corpus est vraiment apporté dans le logiciel, c'est-à-dire qu'après cette phase de segmentation, il y a aussi un XML propre au logiciel, donc on le reconnaît d'ailleurs parce que ce XML porte le nom du logiciel, c'était XM2. Et là, on a une autre phase d'annotation qui caractérise un peu plus le texte, c'est-à-dire qu'on peut avoir... c'est de la prose. Et voilà, il dit que c'est de la prose. Voilà, il a parce qu'il n'a pas reconnu d'encodage spécifique au texte versifié, par exemple. On a déduit la langue français médiéval, tout simplement moyen français, pardon. FRM, donc tout simplement parce qu'on l'indique dans les métadonnées de nos textes. Voilà, ça se fait pas magique, ça se fait pas automatiquement. Voilà, le numéro du mot auquel il est, etc. Et bien sûr, nos fameuses additions qui nous permettent en fait d'isoler les parties manuscrites qui sont toujours conservées après import. Ce qu'on obtient, donc, on revient au graphique. Alors là, je suis sur la partie qui concerne les additions manuscrites. Ce qui est visible de prime abord, c'est cette espèce de barre bleue qui concerne les virgules. Alors je vous le dis parce que je ne sais pas si on le voit très bien de loin. Donc le bleu c'est les virgules, en noir c'est le point et en vert les 2 points. La virgule est pour le logiciel là un score excessivement bas par rapport à l'imprimé. C'est ça ce que ça veut dire en gros, c'est qu'il exprime sa surprise face à l'absence de virgule par rapport à ce qu'il s'attendait après analyse de l'imprimé. Ce qui est assez compréhensible vu on pourra en parler plus avant ensuite dans les questions, c'est-à-dire que Montaigne, autant il y a beaucoup de virgules dans les parties imprimées, autant dans les parties manuscrites il y a beaucoup moins de virgules, il va y avoir des points. En effet, il va y avoir 2 points aussi, mais des virgules pas. Voilà. D'où ce résultat. En miroir, dans l'imprimé, on a bien sûr beaucoup plus de virgules par rapport aux parties manuscrites. Maintenant, si on s'intéresse aux autres signes de ponctuation qu'on a choisi de retenir ici, donc point et 2 points, c'est plutôt l'inverse qui se produit, alors dans des proportions moindres, parce qu'il y a moins de points et 2 points dans l'ensemble du corpus. Ce qu'on a, c'est plutôt l'inverse, c'est que dans l'imprimé, on va avoir beaucoup moins de points et 2 points que dans les parties manuscrites. Alors, il faut un peu tempérer statistiquement, oui, parce que c'est par rapport donc au nombre de mots. Mais ce qui est plus intéressant par rapport aux chiffres à noter, c'est-à-dire que dans les parties manuscrites, on va avoir souvent Montaigne. Alors je souligne que dans les parties manuscrites, je retiens à la fois les additions marginales, mais aussi les additions interlignes. Donc tout ce qui concerne justement ces corrections de ponctuation qui sont nombreuses, qui sont présentes dans à peu près toutes les pages. Et ce qu'il se passe, c'est que souvent Montaigne corrige des virgules et les transforme en points ou en 2 points. Voilà. C'est pour ça que le logiciel note que dans les parties manuscrites, on a plus l'usage de points et de points que dans les parties imprimées. Voilà. Si on voit un peu du côté des chiffres, c'est ce qu'on obtient. Donc, alors là, j'explique rapidement ce qu'on voit ici. Donc ici, c'est la taille de EB 88, livre 1, livre 2. On est à peu près 150 000 mots. Alors quand je dis mots, voilà, c'est ponctuation, c'est signes,
ponctuation comprise. Dans les parties qui concernent les additions manuscrites, on est à peu près à 45 000 et l'imprimé 104 000. Donc voilà la distribution de nos virgules. On voit en effet qu'elles sont beaucoup plus nombreuses relativement à la taille du corpus dans l'imprimé. Et ce point qui est beaucoup plus présent au contraire par rapport à proportionnellement dans les parties manuscrites par rapport aux parties imprimées. Voilà. On peut revenir à la diapo précédente, juste à la diapo précédente. Celle-là. Alors, c'est les deux précédentes. Vous voyez celle-là, encore celle qui précède. Vous voyez quand même que le rapport entre le point et les deux points est à peu près semblable. Oui. Donc en déficit, l'usage est en stable. moins, mais voilà que c'est un rapport d'un sur deux d'ailleurs. On pourrait traduire comme ça grossièrement. Et que lui, il reste stable, ce rapport-là, dans les deux types de corpus. Oui. Oui, parce qu'en fait, ces calculs statistiques se font toujours en miroir, c'est-à-dire que c'est vraiment l'un par rapport à l'autre, et d'où cet effet, si on a moins de virgules d'un côté, on en aura plus de l'autre, etc. Comment vous avez pris en compte ce qui est correction sur manuscrit? Alors, les corrections sur manuscrit vont vraiment rentrer dans les parties manuscrites, parce que là, ce qui a été pris en compte, c'est vraiment ce qui se trouve dans une balise d'addition, mais la balise la plus large. C'est-à-dire que si on a des additions à l'intérieur des additions, elles sont pas, ça fait pas un sous-corpus supplémentaire. C'est vraiment pour l'instant. Alors on pourrait le faire, mais c'est vrai que là on a commencé à tâtonner et surtout on aimerait faire ces mêmes calculs en faisant deux sous-corpus, donc les additions interlignes et d'un côté déjà et les additions marginales, ce qui va beaucoup changer parce que Montaigne, quand il fait toute une insertion, n'aime pas le même usage de la ponctuation que quand justement il est en train de faire de la correction de ponctuation directement sur l'imprimé. La segmentation à l'intérieur même de la notation marginale, c'est extrêmement intéressant. Exactement. Donc là, en fait, pour faire toutes ces analyses-là, il va nous falloir caractériser un peu plus avant notre encodage. Parce que c'est pareil, le logiciel n'est pas magique. Donc si je veux distinguer les additions interlignes des additions marginales, il va falloir que je les type. Tout simplement, donc dire que en effet ça c'est une addition marginale et ça c'est une addition interligne. Ce qui n'a pas été fait pour l'instant, mais c'est tout à fait possible et on le fera pour essayer d'avoir des. Oui. Ça, je ne sais pas où, mais pas mal de fois on trouve les deux points qui ont été transformés en virgule, une virgule en bas, c'est ça. On dirait un point virgule. Et puis en haut c'est barré. Vous trouvez ça beaucoup la transformation dans le texte imprimé, je crois. C'est pour ça. Dans le texte imprimé, oui. Pas dans les additions. Oui. Oui. Dans le texte imprimé, il y a beaucoup cette transformation-là. Et là, qui ne ressort pas. Ça ressort pas suffisamment par rapport au nombre de virgules qui restent, les virgules imprimées, par exemple. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir faire des plus petites parties de corpus pour regarder un peu les modifications de ponctuation, justement. Alors que là, pour l'instant. On a tous en tête ceci, un petit test comme ça, puis qui a été transformé en test comme dans l'imprimé. Exactement, donc là c'est pareil, on n'a pas fait de travail sur... oui. Et autre chose aussi, mais c'est pas ce dont on traite maintenant, en 95, il y a parfois, il faudrait voir, le travail n'a pas été fait, il y a parfois une majuscule, là où, et sur les exemplaires de Bordeaux, il y avait une minuscule. Donc des majuscules presque de segmentation qui arrivent là comme ça sur 80. Cela dit, il y en a chez d'autres auteurs aussi, donc voilà, ça n'est pas forcément absolument exceptionnel. Je crois souvenir que pour ce qui est de Montaigne, il y a même le cas inverse, c'est-à-dire une majuscule qui redevient minuscule. Voilà. Aussi. Il y en a beaucoup. Et il y a même le cas d'une minuscule qui a été corrigée de manière manuscrite ou dans un B en majuscule et qui reste en minuscule en fait. Oui. Ça arrive aussi qu'ils redeviennent minuscules. C'est ça qui nous étonne plus, c'est ça qui nous étonne.
Pas forcément. C'est peut-être un système de segmentation qui a sa cohérence à la relecture. Et c'est pour ça que je pense que l'étude des majuscules de ponctuation, qui est tout à fait possible au sein d'un logiciel comme celui-ci, voilà, sera fait Vous aussi. voyez qu'André Tournon n'est pas le seul à s'être intéressé au virgule, au point. Nous sommes... De toute façon, la difficulté commence déjà à la 3e ligne de au lecteur, hein, puisque il y a donc que domestique et privé. Il y avait 2 points et puis je. Hein. Et puis sur EB, il y a un J majuscule, ou un I majuscule qui remplace le I, et la boucle passe sur le 2e point, celui qui est en haut. Alors, est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il reste pas? Alors le haut lecteur, je crois pas, je l'ai pas ici, je crois. Vous n'avez pas visualisé par cœur, et donc on se dit, est-ce que c'est exprès que la boucle du J passe sur le point haut? Donc est-ce que finalement on a 2 points majuscules ou est-ce qu'on a point majuscule? Ça commence. Les ennuis commencent. Voilà. Je pourrais l'illustrer tout à l'heure quand vous aurez fini. Voilà, oui. Alors là, on a fait comme si ça avait été les 2 points avaient été conservés. J'essaye d'avoir l'image. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça serait bien de pouvoir. C'est. Alors là, je sais plus où c'est. C'est la 3e ligne. La 3e ligne, pardon. Voilà, la 3e ligne, et c'est c'est ça. Pas facile, hein. Il me semble me souvenir, Olivier, qui avait parlé de ça une fois, et André aussi, que le J là, celui-là, il enlève le point du haut, il le couvre. Il a quand même vraiment bien visé, hein, pour que ça tombe dessus. Mais c'est vrai que parfois mais parfois il a recours en effet avec cette façon. Non, finalement, pour l'instant, nous on l'a pas pris en compte. Quand on aura passé tout ça au rayon X, on verra si la fluorescence. J'en profite pour dire que je dis son édition, mais il y a également l'édition franco-italienne, laquelle bénéficie d'un succès fou en Italie, qui est inversement proportionnel à celui qu'elle connaît en France. Nous en sommes à la 4e édition. De quoi, de là? Ah, c'est lui que vous avez. Donc, si quelqu'un vous lit en montagne en italien, il peut qu'il achète. Ah, d'accord. Le succès, il est. La part critique est supérieure en volume à ce qu'on trouve dans la termination. Ah, c'était énorme, mais voilà, c'est énorme. C'est pas du tout un livre de poche. Là, hein, il faudrait changer, je crois, les 2 points, quand même. Je changerai là. Parce que, un point. Moi, je suis pas sûre. En un point. Il faut regarder un peu partout comment ça se passe. Parce que parfois, il met quand même une majuscule. Il met quand même une majuscule derrière 2 points. Il y a aussi des majuscules derrière les points, pareil. Derrière des 2 points, il y en a plein. Et quand ils y sont, tant mieux, il faut les garder. Oui, mais là, je crois que parce que là, par exemple, quand il veut supprimer un point du haut, c'est quand même plus clair. Supprimer le point du haut, c'est un peu la Non. Moi, je dirais non. C'est l'avis d'Olivier, c'est le mien. Non. Parce que j'ai changé 3 fois d'avis et je reste au dernier. Non, c'est pas ça. Mais on peut en revanche marquer qu'il y a. On va faire une note en disant que là, on ne sait pas. Voilà. C'est possible que là, c'est possible qu'il ait ici. Et quand on regarde de très près, c'est un autre exemple, mais où il fait un peu la même chose, où visiblement. Eh ben, il y a toujours le point, hein, là. Là, oui. Ouais. Pas tout à l'heure. Bon. C'est pas évident. Mais là, c'est complètement, voilà, tout à fait clair sur d'autres exemples. Essayez donc de faire une boucle comme ça d'un seul jet et que ça passe justement sur un point. Moi, je trouve que c'est pas facile. Oui. Un peu adapté, puissant. On arrive peut-être. D'accord, on essaiera cela et on tranchera. Voilà. Donc continuons. Alors ça c'est moi. Oui. C'est vous. Donc je rappelle effectivement les principes de transcription de la ponctuation, c'est-à-dire on transcrit exactement ce qu'il y a dans la mesure où on le voit, hein, bien sûr. Donc pas de correction même quand la ponctuation paraît aberrante.
voilà, bizarre. Je donnerai un exemple tout à l'heure. Donc on ne restitue pas non plus quand il y a des parties, des ponctuations manquantes. On peut d'ailleurs, selon le système d'Alexei, indiquer, marquer que là, il y a un signe de ponctuation qui manque. Hein, on peut utiliser un code qui dit ça aussi. Et donc l'hétérogénéité entre les parties manuscrites et les parties imprimées, elle est voulue, et voilà, c'est comme ça que ça permet justement de faire des comparaisons. Ça suppose effectivement qu'on a identifié des passages manuscrits et des passages imprimés, qu'on utilise pour l'instant le seul logiciel qui permet effectivement d'aller fouiller les données d'une façon aussi précise. Ça permettra aussi de comparer une édition à l'autre. On a commencé à le faire au départ avec 80. Avec 80, oui. Ouais, c'était effectivement intéressant. Beaucoup plus de 2 points. Donc, alors, évidemment, il n'y a pas de partie manuscrite, mais ça donnait un état statistique de la ponctuation mi-lange. Donc ça, c'est effectivement intéressant pour voir la ponctuation mi-lange, la ponctuation Langelier, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut l'appeler. La ponctuation Langelier, avant intervention de Montaigne, bien sûr, par-dessus. Oui. J'avais fait rapidement l'analyse de 6 pages en 80, sans tenir compte de l'exemplaire Bordeaux, et il y avait à peu près 2,5 plus de mots dans une page 88 que de 80, ce qui devrait théoriquement donner la même fréquentation de la ponctuation, mais la ponctuation est beaucoup plus forte, beaucoup plus fréquente. Et je me suis demandé si c'est pas là un signe d'un changement fondamental chez Montaigne, non seulement dans le désir éventuellement de segmenter plus ces phrases par les 2 points, parce que c'est surtout les 2 points qui sont beaucoup plus fréquents, et aussi un autre style d'écriture, étant donné qu'il avait été blâmé, comme il le dit dans De la vanité, n'est-ce pas, que les gens perdent son sujet. Et s'il n'a pas conscience de cela et décide d'écrire autrement, ou d'écrire éventuellement des phrases plus courtes, ou du moins des phrases où les signes de ponctuation orientent mieux le lecteur que par le passé, parce qu'il est souvent très difficile de lire le texte de 80. Il y a des phrases qui s'allongent et on perd son sujet, comme il dit. J'en suis pas sûre. Je pense pas qu'il ait modifié. J'ai pas l'impression qu'il ait modifié en quoi que ce soit son style. C'est ce que j'essaie de démontrer dans un article qui n'en finit pas de paraître. En revanche, il se range à la coutume. Et les coutumes orthographiques chez Jean Langelier, elles sont présentées par Nina Katache, qui n'a pas toujours tort, et notamment sur ce point-là, je pense qu'elle a raison. C'était certaines orthographes néoconservatrices, et finalement adoptée, pas par Montaigne, mais il s'y soumet comme il se soumet à la coutume. Voilà, c'est comme ça qu'on fait maintenant, et faites donc comme ça, mais sans rompre le sens. Voilà. Il me semble que, concernant la segmentation en tant que telle, on observe, ça tout le monde a fait sur le passage autour de l'epsilon, à la fin de l'apologie de Second, démarqué d'ailleurs d'Agneau. Alors c'est intéressant de voir le palimpseste en réalité, mais dans mon souvenir, parce que moi je ne dis pas en plus le livre de enfin je suis un peu précieux de ce que je vais raconter là, la ponctuation de Milange, la segmentation de Milange est déjà assez forte, mais celle de Langelier, peut-être bien pire, elle affadit les choses, et Montaigne sur l'exemplaire de Bordeaux rajoute une couche d'une certaine manière en radicalisant ce qui se passait déjà dans 1580. Et finalement en créant quelque chose qui n'est plus la coutume, me semble-t-il, mais quelque chose qui est proprement personnel, c'est le fameux langage. Oui, alors effectivement, la façon de renchérir va au-delà de la coutume d'imprimerie et finalement pervertit en quelque sorte, mais d'une façon qui ne correspond pas à ses usages manuscrits. Ça, ils sont encore plus éloignés dans la version retouchée du manuscrit que dans la version Langelier, si je puis dire. Voilà. D'une certaine manière, pardon, je pense à quelque chose. Oui. La ponctuation de Lamiot, donc Vascosan de 1572, qui n'est pas très éloignée de celle de Langelier. En fait.
Oui, c'est possible, oui. C'est la moins éloignée. Entre Milange et Langelier, c'est vraiment la distribution des virgules et des points. La segmentation n'est pas si différente que ça, mais c'est surtout la répartition virgule de points qui, elle, il y a moins de points, effectivement, dans Langelier, si je me souviens bien. Oui, on voit. Alors, la ponctuation modernisée, le gueuloir, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est effectivement, on change d'avis quand on lit le texte à haute voix. Et on n'est pas... Et on a une position un peu différente par rapport à au positionnement des virgules, et je suis de plus en plus persuadée que les éditions imprimées ne sont pas du tout faites pour être lues à haute voix. Elles sont faites pour être vues. Voilà, c'est vu et lu avec les yeux. Voilà. Alors, donc les études linguistiques sur la ponctuation de Montaigne, bon, ça c'était un petit peu pour récapituler les points de vue que l'on pouvait ou non adopter. Dans les imprimés de Montaigne, hors retouche, hein, hors intervention manuscrite, l'édition de 1588 adopte une orthographe syntaxique, grosso modo celle qui a été suggérée par Doley, qui consiste à isoler les syntagmes. C'est vraiment le principe. On isole les syntagmes parce que c'est une langue grammaticale, c'est une langue où on a bien séparé les sujets, les verbes, les compléments, etc. Et ça montre que c'est une langue grammaticale, devenue une langue grammaticale. C'est une ponctuation qui est modérément affective. Hein. J'ai travaillé sur les signes d'interrogation et d'exclamation. Ces phrases normalement exclamatives ou interrogatives ne sont pas toujours marquées par une ponctuation qui va avec. Alors dans les manuscrits de premier jet, ou même dans les manuscrits que l'on proposerait comme étant des éditions préparées et recopiées, il n'y a en fait pas de différence pour l'instant dans les sondages que j'ai faits. On a toujours une ponctuation syntaxique, mais ce n'est pas au niveau des syntaxes, au niveau plutôt des propositions. Hein, c'est-à-dire du coup on a un écart plus grand d'une virgule à l'autre, voire pas de virgule du tout, hein, si la phrase est courte. Hein. Et là effectivement on a quelque chose qui est assez intéressant sur le plan linguistique, hein, c'est d'avoir... On ne peut même pas forcément parler de segmentation. Segmentation, au sens oral, on a l'impression que ça va donner quelque chose de haché. Mais quand on s'abstrait justement de la ponctuation en tant que guide de l'oral, c'est simplement parce que on a choisi un autre point de vue linguistique qui n'est pas celui du syntagme, mais qui est celui de la proposition. Du coup, effectivement, ça supprime, ça enlève la moitié des virgules, hein, si je peux dire. Ça, c'est à peu près ça. Oui. Oui. Intellectuelle, est-ce que c'est quelque chose de plus, je ne vais pas dire sémantique, parce que dans qu'est-ce que ça donne intellectuel? Ça veut dire que la base de la phrase, donc la base de la pensée, hein, c'est l'oratio, et l'oratio, c'est la proposition complète. C'est vraiment un sujet et un prédicat. C'est pas un sujet plus un verbe plus des éléments séparés que sont des groupes verbaux, des groupes nominaux, etc. comme dans la ponctuation syntaxique, syntagmatique, mais une ponctuation qui correspond à une unité de pensée, c'est-à-dire à une proposition complète. Hein, c'est l'oratio au sens logique plus que rhétorique. Et donc la fameuse segmentation affecte des unités de pensée. Voilà. Alors et on aurait tendance en y réfléchissant, à dire effectivement la ponctuation manuscrite correspond plus à la pensée que la ponctuation imprimée qui correspond plus à un marquage d'usage, un marquage coutumier d'une langue pour l'impression, parce que effectivement il y a un côté peut-être pas ostentatoire, mais j'ai parlé d'habillage, hein, ça me paraît être ça. On ne s'habille pas de la même façon quand on est chez soi et quand on sort. Voilà. Alors c'est pas de l'habit de cérémonie, mais voilà, c'est quand même un habillage. Voilà, il faut s'habiller comme tout le monde, et puis voilà, c'est ça. Et donc dans les parties imprimées retouchées, et du coup ces syntagmes sont encore plus marqués, hein, et du coup ça coupe le sens sans le rompre, mais il y a effectivement cet effet de hachure qui apparaît, mais dont on peut
on n'est pas obligé de s'occuper finalement. Hein. Mais il est marqué, c'est vrai. Le vêtement est là. On ne peut pas l'enlever comme ça. Est-ce que j'ai encore une... voilà. Et bon, j'ai terminé avec l'oralité simulée. Hein. C'est effectivement un des points sur lesquels je réfléchis maintenant. Hein. Dans les imprimés, on a ce que j'ai appelé une rhétorique de l'écrit imprimé, qui est un simulacre de l'oral oratoire. Un simulacre pas au sens de la de volonté de tromper. C'est simplement que dans l'art oratoire, on imite, hein, il y a une forme de monstration, hein, de l'oral, je dirais de seconde intention, différent justement de l'oral de la conversation familière qu'on peut avoir avec les uns et les autres. Et c'est pour ça que je propose de dissocier, et d'ailleurs Montaigne le fait, hein, la signalétique de la ponctuation imprimée, qui est intellectuelle, rhétorique, mais justement intellectuelle et rhétorique en même temps, de l'oralité spontanée d'une part, hein, l'oralité spontanée qui est celle qu'on verrait peut-être dans le premier jet, encore ça n'est pas sûr, et même de l'oralité tout court, parce qu'on s'y réfère tout souvent à ce qu'on appelle aussi une fiction d'oralité par rapport à Montaigne, qui peut être un peu une projection de nos propres fantasmes sur l'oral. Hein. Voilà, donc quand j'avais présenté à Lyon, j'avais donné l'exemple de l'oisiveté avec cette grande période qu'il fallait à mon avis ponctuer autrement pour qu'elle soit oralisable, hein, mais évidemment avec la rhétorique qu'il y a derrière. C'est une période absolument immense, hein, qui demande un peu de souffle, hein, pour être prononcée. Et puis on peut faire le même exercice avec au lecteur, et je crois que c'est tout. Voilà. Oui, oui, vas-y, allez-y, oui, en réaction. Oui. Mais bon, ça c'est une question fondamentale. Hein. On sait bien, il y a des oral, oraliture, on va parler de ça. Mais en tout cas, je pense que tu es d'accord avec ça. C'est même, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'hypothèse, quelle que soit la dialectique que l'on met en place et qu'on mobilise entre écrit et oral, c'est tout de même pas au bout du compte la même chose que finalement ce que font les rhéteurs, ce que codifie Quintilien déjà, concernant au fond une technique d'orateur. Finalement, on peut l'appeler comme on veut. Oui, c'est pas si négligé que ça, hein, effectivement. Oui. Non, mais l'intention n'est pas la même, malgré tout, la finalité de cette oralité feinte. Alors, c'est pas vraiment. Oui, feinte, c'est pas forcément un bon fait, c'est que. C'est de la représentation. Voilà. Hein, c'est de la représentation. Ce que je voulais simplement. Je voulais revenir sur le nid de la ponctuation. Donc, j'avais bon, il faudrait passer ça, c'était un vieux PowerPoint. Et voilà. Non, ah ben, il n'est pas là. Le nid de la ponctuation. Ah bah non, je pensais qu'il était dans ce point. Non, je voulais juste, quand on regarde le nid de la ponctuation sur EB et sur 1595, c'est assez amusant parce que en 1588, il y a « je ne me mêle ni de la ponctuation », ni de l'orthographe, ni de la ponctuation, et il y a une virgule après « mêle ». Et l'édition Villet et l'édition de Tournon ont supprimé la virgule. Et ça, c'est quand même assez caractéristique du fait qu'on a du mal à supporter une ponctuation syntagmatique, justement, qui va séparer les syntagmes, hein, comme ça. C'est grammatical, hein, mais on se dit, en tout cas maintenant, on dit ça d'un souffle, hein, je ne me mêle ni de ponctuation, etc. On ne fait pas de pause. Et donc, je crois que c'est cette espèce d'exercice, cette gymnastique de dissocier ce qu'on voit comme ponctuation et ce qu'on oralise, que l'on doit s'habituer à faire si on veut vraiment rendre compte de ce double système d'écriture qu'il y a à l'époque, une écriture pour soi et notamment une ponctuation pour soi et une ponctuation pour autrui, hein, qui est sensiblement différente. Oui. Moi j'ai une question. Puis il y a Marie. Oui. Qui s'éloigne un tout petit peu de Montaigne tout en restant à la Renaissance et qui est
le fruit d'une réflexion en cours dans mon équipe. On essaye de faire le volume Europa Mystica sur Jacques Lefebvre d'État. On se retrouve devant des textes pour lesquels on est très embêté. La Grammatographia. Dans la ponctuation d'époque et le latin de l'époque, oui. alors c'est sûr aucun lecteur moderne n'aura le courage de rétablir une ponctuation virtuellement syntaxique conforme à nos usages d'aujourd'hui. Et on se retrouve devant un problème, et je voudrais bien savoir comment tu le résoudrais, parce que là je prends vraiment tous les conseils avec bonheur et gratitude, parce que là on est vraiment très coincé. C'est un texte qui est illisible, parce que le latin est difficile, parce que ce qu'il y a derrière c'est pas simple, et que la ponctuation complique encore la lecture du texte. Bon, c'est pour ceux qui connaissent le latin déjà, qui sont voilà. Alors justement, quand j'avais fait des comparaisons entre la ponctuation du latin, je m'étais beaucoup servi du livre de Parkes qui donne un échantillonnage extrêmement complet, qui est vraiment remarquable. Je m'étais aperçu, et je ne suis pas la seule, qu'en fait le français hyper ponctué savant et des imprimeurs vient du latin hyper ponctué. C'est-à-dire le latin lui-même, enfin les usages de l'époque sont de mettre des virgules tous les syntagmes, justement. Et donc il y a un rapport de 1 entre 5 et 7, un signe de ponctuation tous les 5 à 7 mots. C'est vraiment beaucoup. Pour le français, à l'époque, c'était plutôt de 1 à 10. Et c'est vrai qu'un français qui se veut savant, qui se veut une langue presque classique, doit mettre autant de virgules que le latin. Il y a un effet d'imitation. Alors pour revenir à ta question, moi je ne changerais rien, parce que, ou tout. Soit effectivement on modifie tout, on enlève, tu enlèves toutes les virgules et les points, puis tu fais autre chose. Et parce que si tu commences à retoucher par-ci par-là, oui, c'est violer le duc, voilà. Mais en même temps, c'est la seule solution pour rendre le texte implicite, parce que la réflexion théologique sur les saintes femmes mystiques allemandes en version en latin compliqué et illisible à cause de la ponctuation, honnêtement, il y a de quoi décourager n'importe quel lecteur. Il faudrait avoir justement cette gymnastique intellectuelle pour enlever les signes de ponctuation et uniquement lire le texte. Quand on lit l'expérience d'un prof, quand on lit un texte devant des élèves ou des étudiants, j'imagine, enfin je l'ai fait aussi dans des étudiants, mais bien sûr on a le texte, on prend la page dans un manuel par exemple si on veut, et on la lit à haute voix et on tient pas vraiment compte de la ponctuation. Enfin, on en tient compte, mais on la respecte pas. Bien sûr qu'on en tient compte, mais voilà, il y a une différence. On enjambe parfois, on met en relief. Enfin, oui, Anne-Marie. Non, c'est pas bon. Simplement pour préciser qu'à Bordeaux, on ne parle pas du duc, mais Abadi. Oui, vous savez votre. C'est la variante. La question que je me posais là, c'était simplement le fait que entre 1580 et 1588, s'agissant là de l'oral, de la parole, avec un petit peu, on avait quand même un genre qui avait quand même beaucoup évolué, c'est le genre de la prédication. On passe de la prédication catholique au départ, les évangélistes réformés, et là on est chez les ligueurs. On est face finalement à d'autres types. Alors je voulais vous demander si vous aviez pu, si on pourrait établir une forme de relation, de correspondance entre ces séquences ou ces coupures liées aux appels qui sont contenus dans les discours du cœur, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la prédication protestante, pour voir s'il pouvait y avoir ou non contamination, inondation, quelque chose qui pourrait influencer la pratique de l'écriture. J'ai pas l'impression que dans les années 80-90, il y ait vraiment une différence entre une oralité ligueuse et enfin, il y a peut-être la véhémence, mais au niveau de la ponctuation ou de On a des coupures, on a dans le. Ce sont des imprimeurs qui font la loi, donc.
Ça dépendra de leur orientation peut-être, dans leur idéologie, mais bon, comme je n'ai pas fait des comparaisons systématiques, je ne peux pas dire. La plupart du temps, de toute façon, on ne sait pas ce que c'était que la vraie oralité de l'époque, on n'a pas de témoignage, sauf effectivement à imaginer et à supposer que des écrits comme ceux de Montaigne, des écrits pour soi, pour lui, sont plus proches de l'oral que ce qu'il donne à l'imprimeur, et à plus forte raison de ce qui sort de l'imprimerie, parce que ça peut être encore rhabillé encore davantage entre les deux. C'est très difficile d'avoir ces témoignages-là. Hein, moi, je me suis amusée à faire ponctuer au lecteur, hein, avec les étudiants de Master 2, y compris des linguistes. Et j'avais laissé les majuscules qui étaient déjà là, mais effectivement, il y a plusieurs façons de lire. Et on n'est pas dire... il y a une espèce d'hyperbate. C'est l'interprétation, c'est le piano, c'est l'interprète. Celui qui lit, c'est un interprète. Oui. Au sens moderne, hein, du terme. Oui. Donc ce n'est pas... c'est l'interprétation. Bon, on n'est pas censé changer le tempo quand même. Tu as parlé de partition tout à l'heure. Hein, à juste titre, moi je trouve que c'est bien. Oui, mais une partition au sens de l'époque où on était quand même plus libre par rapport à... C'est ça que les partitions musicales actuelles qui sont quand même très dogmatiques. Mais en attendant, ça conduit à relire tous ces passages sur naturaliser l'art, etc. D'une autre manière que par rapport uniquement, disons, au code rhétorique. Ah oui. Voilà. Oui. Moi je trouve. Finalement, d'enjeux qui sont quand même intellectuels. Oui, la rhétorique, de toute façon, c'est, en tout cas, pour ce qui est du problème spécifique de la ponctuation, est quand même de l'ordre de l'habillage public. Hein. C'est, la rhétorique, ce que j'appelle la rhétorique de l'imprimé, qui commence à se distinguer justement des pratiques manuscrites, hein, pour différentes raisons. Hein. Donc je reprends justement une expression de Roger Laufer qui a été mentionnée tout à l'heure par John. Avec l'imprimé, on a ce qu'il appelle une énonciation manufacturière. C'est-à-dire que c'est plus une énonciation singulière de l'auteur, ça donne l'impression que c'est l'auteur, mais sauf qu'il y a 1000 exemplaires et que en fait c'est déjà reproduit à un nombre important d'exemplaires, et qu'on est déjà pas dans l'industriel, dans l'artisanal, mais c'est quand même du manufacturé, c'est de l'écrit formaté d'une certaine façon. Oui. Tu voulais remontrer, on avait vu effectivement l'absence de ponctuation des lettres, même les arrêts. Pour les arrêts de justice, ils se fatiguent. Voilà, c'est bien de le dire. On peut regarder une lettre. Ce serait comme ça. Il nous reste combien de temps là? On a tout le temps ou pas du tout? On a encore un peu de temps. Hein. On a commencé à écarter. Rappelez alors, effectivement. Le rapport qu'il y aurait, c'est une idée qui avait été mise par André Tournon entre la pratique juridique donc et l'absence de... je ne vais pas résumer son point de vue là-dessus, ce qui est tout à fait intéressant, mais moi ce qui me gêne là-dedans, c'est que j'ai l'impression, je crois, que dans des écrits comme des lettres, par exemple la lettre, tenez, on va regarder ça, la lettre de Léonore, par exemple, si on peut la lire, parce que je ne sais pas si je pourrais l'avoir facilement. Bon, je remets les choses en place. C'est ça, c'est bon? Oui, c'est ça. Est-ce que je vais la trouver? Parce qu'il se trouve que les choses dont j'ai fait usage ces jours-ci, j'en ai envoyé une partie, je ne sais où. Dans le cloud? C'est parti quelque part, mais je vois. Alors, c'est pas inscription, c'est pas. Oui, je crains que ça soit un livret main, donc ça va être là à tous les coups. Tu nous l'as montré tout à l'heure, Léonore. Alors, Léonore. Poésie. Non, ça y est, je vais plus l'avoir ici ou ici.
Ici, tu penses que Léonore, je vais la retrouver autrement. Ah non, il faut la remettre là. Là, il y a les Jurats, Henri IV. Mais je ne vais pas vous infliger tout là. Matignon. Je vais grossir ça comme ça, on verra si on fait son petit choix. On va peut-être prendre autre chose, hein, comme ça, en attendant. Mais j'aurais bien aimé que ça soit Léonore. Parce que si c'est Montaigne, ça peut encore être lui. Une lettre de Montaigne sans ponctuation, c'est toujours Montaigne. Hein. Les notes, par exemple, les notes qu'il prend, les notes de lecture. À la fin du quinqueur, pas les notes de lecture, le jugement de synthèse, le bilan, pas de ponctuation non plus, ou très peu. Hein, voilà. Mais c'est toujours Montaigne. Hein, on peut dire ça, évidemment. Donc je cherchais Léonore, et je regrette, mais là je suis un peu pris de court. Tiens, bon, je sais pas, on peut regarder ça par exemple. Ça c'est son. Je sais pas, je découvre avec vous, hein, c'est simplement pour voir ce qu'il en est ici. Là, c'est. Je cherche le point, la délibération, vous voyez, expressément la délibération, pas de point, une majuscule de scansion, si on veut, hein, voilà. Ça, c'est dicté. C'est dicté à un secrétaire et signé par Montaigne, puisque c'est une lettre. Hein, voilà un exemple. Hein. On aurait ça. Alors, j'estime, réponse, j'estime. Bon voilà, de peur de trouver le contre-exemple, non, je vais quand même aller plus loin. Vous avez ceci, je ne savais pas ce que j'allais trouver, mais j'étais à peu près sûr du coup. Quand, voilà, etc. Hein, donc, pas de point. Pas de point, mais la majuscule en tient lieu, hein, c'est ça. Hein. Oui. Hein, oui. Voilà. Mais, et voilà quelqu'un, alors peut-être ce personnage était-il aussi... avait-il fait des études de droit? Je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr. Si je prends, alors quand même, ça va donner une petite illustration. Je vais vous passer toute. Pardon, je suis obligé de faire ça devant vous, mais ça m'ennuie, surtout ne vous fatiguez pas les yeux. Et voici par exemple le quinqueur. Mais encore une fois, je redécouvre avec vous parce que je ne suis pas sûr. Là, c'est donc ceci qui m'intéresse. Ça y est. Je cherche la dernière. C'est bête que le montage d'hier soit plus là, pardon. Je cherche la dernière page du quinqueur et je ne veux pas la trouver. Ah oui, parce que ça se présente comme ça. Les pages paires, les pages impaires. Alors c'est un peu difficile, c'est pas forcément la dernière ici, elle doit se trouver au milieu. Ne regardez pas s'il vous plaît, vous allez vous fatiguer les yeux. Et je vais les trouver peut-être au milieu alors. Bon, pendant ce temps-là, je vais vous faire la lecture. Voilà, c'est bien. Alors, je vais vous lire une lettre d'Élie Vinet, justement, parce qu'il y a lettres et lettres. Il y a des lettres, effectivement, qui sont comme ça. Et on a retrouvé, enfin, c'était pas perdu du tout, hein, dans les discours non plus mélancoliques que divers, dans l'exemplaire qui est ici, à Bordeaux. Et il y a une lettre autographe d'Élie Vinet, qui avait déjà été transcrite et éditée par Desgraves. Et là, vous avez une lettre, apparemment de la Pierre Pitou, je crois. Enfin, bon, on ne sait pas trop exactement quel est les destinataires, donc c'est 1583. Mais c'est une lettre propre, bon, il y a 2-3 ratures, mais voilà, c'est une lettre habillée, je peux dire. Hein. Et c'est « Monsieur, virgule, je vous ai écrit vers la Saint-Martin, virgule, et envoie votre arpenterie, virgule, et ensemble à Monsieur Loisel, virgule, pour vous faire entendre, virgule, que si j'avais quelque chose de bon, virgule, je vous en ferais volontiers part. Point. Je vous ai aussi écrit, virgule, qu'on avait imprimé quelques nouveaux gloseurs allemands avec Fauquelinus, virgule, sur Perse. 2 points, etc., etc. C'est très, là, vraiment, c'est la ponctuation à la manière de Dolez, syntagmatique. On a séparé toutes les parties du discours et à la latine, j'allais dire. Hein, c'est un peu ce type d'imitation. Et j'ai ici un achevé de lire sur qui est à la fin de la chronique
les Annales, Chroniques de Flandre, achevé de lire le 6 mars 1586, 52 ans, à Montaigne, rien. L'histoire de Flandre est chose commune et mieux ailleurs, rien. L'introduction ennuyeuse des harangues et préfaces, rien. Les mémoires, c'est un plaisant, etc. Hein, voilà. Et puis, vous avez ça, le César, on peut grossir aussi ici. C'est ça l'intérêt de... Voilà, bon, c'est plus ou moins net. Là, c'est la même chose, hein, donc rien. Mais encore une fois, ça, c'est Montaigne, et par conséquent, on pourrait toujours dire les arrêts, c'est la même chose, hein, on peut le voir. Mais alors, j'ai vu donc d'autres lettres que celles de Montaigne à Matignon, hein, de gens. Là-bas, c'est ça qui est intéressant, vous recueillez un nombre incroyable de lettres, quoi. Catherine de Médicis, en particulier les Henri IV et autres, enfin Henri de Navarre, etc. Pas de ponctuation. Ils n'ont pas fait du droit que je sache. Enfin, c'est ça que je veux dire, c'est que il n'est pas forcément, c'est pas forcément lié. Pour moi, hein, voilà, je pense que ce qu'avance André Tournon peut sembler fondé, hein, et en tout cas c'est très argumenté. Je suis pas sûr que, au fond, quand on écrit pour soi-même, voilà, ou qu'on écrit pour quelqu'un qui sera chargé de mettre les virgules, hein, c'est son boulot, encore une fois, eh bien, je ne suis pas certain qu'on mette les points, les virgules. La majuscule suffit, c'est très clair, on l'a vu là, c'est assez net, et y compris dans un texte d'une autre main. Hein, je pense que ça va. Oui, moi, effectivement, je pencherais plutôt pour cette solution. Donc, comment allez-vous faire chez Garnier-Flammarion ? Parce que, évidemment, on rajoutera une couche de difficulté à savoir à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on fait du support du musée. Alors, on est assez proche finalement du protocole qui est à la nationale chez nous. Alors, dans les grosses lignes, ceci près qu'on a vraiment la possibilité, encore davantage, de montrer par les variantes imprimées, disons, de rendre un peu mieux visible encore les auteurs de l'autre. Et le point haut, vous le mettez aussi ? Le point en haut, oui. Ça devient un peu. Ça devient 2 points, ouais. De toute façon, on a eu peut-être l'expérience les uns et les autres, lorsqu'on essaye d'adapter, enfin moi je fais une sorte de hybride, Mactani depuis des années, en prenant le texte de Millet parce que c'est plus lu, et en y projetant, superposant le système de segmentation de Tournon. Et là, le point en haut, je ne l'ai pas sur mon clavier, donc ça donne c'est vraiment très mauvais, hein, mais c'est le problème de citer l'exemplaire de Bordeaux. Et est-ce qu'on peut aller plus loin et aller jusqu'au point comme Montaigne le propose là, c'est parce que là j'insiste là-dessus. Je dis qu'il faut y aller, quoi. Enfin, où on y va ou on n'y va pas. Donc, on a également, j'espère que GF fera bien cela, tout ça est mis en fin de volume, en paquet petit, parce que là il s'agit de distinguer la visibilité pour le lecteur. Grâce à une belle page autant que possible avec des annotations, des explications, uniquement de références aux cultures, comme ce qu'a fait la Pochothèque en fait, pour la page de texte, avec tout ce qui est de l'ordre de l'érudition à la fin, où on espère avoir un système assez complet, quand même, un appareil politique assez complet. Ça serait ça finalement l'originalité. L'originalité est majeure à l'esprit, c'est quand même d'essayer de montrer les interventions de segmentation sur les à partir d'un système de variantes manuscrites le plus complet possible. Voilà. C'est ça notre singularité d'ensemble. Quant au repentir, alors là, je dois dire que se pose évidemment un problème dès lors qu'on décide de moderniser. Là, vraiment, est-ce qu'on fait de la modernisation des repentirs? Autant, les variantes imprimées, on peut le faire, on l'a fait pour le texte, voilà. Mais pour les repentirs, vu les graphies. Il va falloir choisir. Et moderniser, c'est moderniser les graphies, moderniser l'orthographe pour simplifier, mais ça n'est pas moderniser la ponctuation. Pourquoi? Puisque si on considère justement ce qu'on disait tout à l'heure, qu'au fond, même dans les consignes à l'imprimeur, on semble entrevoir
que Montaigne a l'idée d'une spécificité qui n'est ni orthographe ni ponctuation, mais bien justement le système de segmentation lié malgré tout aux 2 points et aux majuscules surajoutés, surtout ça. Donc dans ce cas-là, il faut le respecter. Moi je suis pour, non, mais moi je suis pour, mais je trouve qu'il faut, moi je pencherai, hein, je suis pour, voilà, je pencherai pour des points, là, pour qu'on y aille carrément. Voilà. On met des points partout. Pas des points en haut, pas des 2 points, point. Des points, c'est-à-dire tout ce qui serait 2 points rajoutés sur B deviendrait un point. Ça pas tout, mais je sais pas, lui il dit qu'il y aille, qu'il le fasse, alors faisons-le. Oui, mais c'est quel critère? Dès lors qu'il y a une majuscule avec 2 points, ça devient un point. Enfin, non, pas nécessairement. Sur quel critère, à l'époque aussi, il y a l'imprimeur, voyez, faites. Oui. Mais là, on devient imprimeur. C'est oui, à partir du moment où vous appliquez les consignes. Ou alors il parle à l'éditeur. On devient éditeur. Non, on est éditeur là. Et on dit à l'imprimeur de faire comme ça. C'est pas un protocole forcément. Ouais. Je sais pas. Mathieu, vous vouliez intervenir? Non. Oui. Je pense que le point en haut, on doit l'avoir en fait dans le clavier. Oui, on l'a dans le grec. Hein. Dans le grec, oui. Oui, mais ça donne parfois des choses, des bizarreries. Voilà. Effectivement, quand on change d'ordinateur ou de... Je trouvais ça un peu curieux, je l'ai dit dans l'édition de Tournois elle-même, qui veut être vraiment une édition en français, Bien sûr. cette ponctuation qui oui, mais qui est chez Ramus. Hein, mais il est d'accord avec ça maintenant, non, là-dessus? Oui, d'accord. On n'en parle plus, quoi. Et puis ça pose des problèmes chez les éditeurs. Dès lors que vous donnez un texte comme ça, qui a le pointeur rouge, parfois ils ne le trouvent pas. En fait. Oui. Oui. Concernant la ponctuation, il y a des cas intéressants dans le D où des notes marginales ont été rédigées et sans doute Montaigne est repassé dessus ensuite pour ajouter la ponctuation. Je ne sais pas si je le rajoute. Oui. Ah oui, c'est intéressant ça, effectivement. Oui. Alors, ce serait à confirmer avec l'analyse des encres, pour savoir quelle est véritablement la temporalité, mais en tout cas la couleur de l'encre font dire que Montaigne est revenu sur ce qu'il a écrit pour ajouter systématiquement une ponctuation. De toute façon, la ponctuation n'a rien de spontané. Quand on apprend à écrire aux petits-enfants, ils rédigent quelque chose, ils rédigent, c'est fini, et après, ils ajoutent la ponctuation. C'est encore très dissocié chez beaucoup de scripteurs. Les accents aussi. Voilà, et on repasse par-dessus pour mettre les accents. Voilà, sur cette page-ci, par exemple. ça va être très visible à l'écran, mais on ne distingue pas bien La différence des encres, mais la oui. ponctuation qui me semble avoir été ajoutée. C'est beaucoup plus foncé, par exemple, là, sur ces 2 points. Voilà. Oui, c'est vrai, sur la... Et c'est ça, sur virgule. Là, il y a une grosse virgule. La grosse virgule. la grosse virgule, les 2 points. Ici, encore une autre virgule. Voilà. Oui. Ici. C'est ce que j'appelle de seconde intention, c'est-à-dire vraiment, c'est la deuxième couche. Voilà. Oui, ça se voit pas à l'écran, mais c'est vrai que les couleurs d'encre sur cet écran-là, en fait. Alors là, justement, la virgule qui est là dans fait, la proposition fait. Alors, il y avait 2 points. Le point du bas a été transformé en virgule. Ça n'est pas un point virgule, ou c'est un point virgule le résultat, ou bien il faut considérer que le point du haut, qui était un point simplement et qui est devenu un trait, est en fait un point barré. Un point barré, oui. Il y a une virgule à la place d'un 2 points. C'est bien comme ça que vous le disiez? C'est comme ça que je le dis, virgule à la place d'un 2 points. Aussi parce qu'il n'y a jamais de point virgule. Il n'y a pas de point virgule. D'accord. Il n'y a pas de point virgule propre, en tout cas. Oui, voilà. On a la même chose pour le 2 points qui est entre à main et l'esperluette. Comme sous le Oui, à main, là. Ouais. Ici. On voit bien qu'il est quand même. Ah ben là, il y a une surcharge, oui. Avec quelques corrections, juste derrière, on voit quelques petites choses avec une encre un peu plus foncée qui correspondrait à la même période où il rajoute cette ponctuation. Je voulais juste dire que, bien entendu, le problème des virgules, dès lors qu'on négocie avec un éditeur grand public, alors là, pour mon texte, c'est épouvantable. Moi, j'aurais eu tendance à vraiment
sera l'identique. Mais dans ce cas-là, on a vraiment un hybride au carré. Non, ils en ont ajouté des virgules. J'ai fait des tests sur les parties manuscrites et ils en ont ajouté la plupart du temps d'ailleurs au même endroit que Villet. Voilà. Il y en a quand même moins que sur la partie imprimée, mais bon, voilà, c'est comme si c'était pas possible de laisser ça dans l'état. Moi, je serais plutôt pour ne pas en rajouter. En enlever, j'ai pas envie. Oui. Oui, j'avais dans le temps fait pour l'Inakatash une étude de la ponctuation dans le traducteur second du tiers. Oui. Et nous avons déménagé récemment, j'ai mis de côté certains textes que je n'en trouve plus. Perdu, oui. Mais c'est un vieux souvenir, mais j'ai l'impression que Pierre utilisait la virgule par l'endroit, non pas pour indiquer la séparation, mais pour indiquer que deux éléments appartenaient ensemble, n'est-ce pas? Qu'ils étaient dans le genre des synonymes, des mots synonymes, plus ou moins synonymes, n'est-ce pas? Il ne fallait pas les séparer l'un de l'autre, mais il fallait les considérer comme une unité. Excusez-moi, je suis extrêmement vague là-dessus, mais il me semble que c'était une autre conception de la ponctuation. C'est des virgules d'énumération, oui. Quand je compare la manière dont on ponctue l'anglais avec la manière dont on ponctue le français, en français, c'est différent. Utilisant les mêmes signes, oui. n'est-ce pas? C'est tout à fait autre chose. Ouais. Nous n'avons pas le droit de mettre des virgules avant « et ». Oui. En principe, non. Ou ne pas le faire. Oui. Bon, nous, si on le fait, c'est qu'il y a une intention stylistique. Voilà. Mais de toute façon, au début du XVIe siècle, il y avait une hésitation sur la valeur de la virgule, justement, dans les énumérations. Et puis parfois, c'était les barres obliques, et parfois, c'était même, on trouve dans les éditions de Rabelais, des deux points très très faiblement marqués. C'est le sens du mot virgule, barre oblique. Oui. Mais d'où est venue la virgule actuelle? Parce que c'était pas chez les Romains. C'était les Grecs. Ça, c'est les adaptations qu'avaient fait les Italiens à partir du grec byzantin. Ils avaient récupéré justement des signes diacritiques pour commencer à distribuer en fait la phrase. Mais donc ça a été utilisé d'abord pour le latin. Ouais. Bon, on va peut-être... oui. Si, mais je pense que c'est peut-être l'heure de se reposer. Il y a encore des remarques sur les virgules. C'est difficile de ne pas interpréter. Oui. Merci beaucoup d'avoir participé à ces échanges qui sont pour nous très importants et très, très utiles. Et puis on voit des choses qu'on n'a pas vues. Voilà, oui, c'est vrai. Merci.